derrière l'image d'Épinal de la bonne dame de Nohant, George Sand était une femme engagée, et engagée à gauche, sur le champ politique mouvant du XIXe siècle. Féminisme, catholicisme social, engagement pour une république sociale, communisme. C'est ce que nous explique Jean-Claude Sandrié, ancien député communiste du Cher et ancien maire de Bourges, dans un livre fouillé qui mêle extraits d'œuvres d'écrits, éléments biographiques, projections dans le présent de la réflexion sandienne. Plongeons-nous donc dans la pensée riche et vivante de l'autrice immortelle de La Mare au diable. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Lisez Berry, consacré à l'essai roboratif de Jean-Claude Sandrié, George Sand, Le Parti du Peuple, publié aux éditions La Bouinotte. Jean-Claude Sandrié, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'engagement politique et philosophique de George Sand date de bien avant la Révolution de 1848, l'éducation de sa grand-mère rousseauiste, l'observation des Trois Glorieuses de juillet 1830, ces journées insurrectionnelles qui amèneront au pouvoir Louis-Philippe. Quelle est la condition des masses populaires dans cette France du début du 19e, à laquelle George Sand est sensible très tôt? Bien, elle connaît d'abord en grande partie directement cette condition, parce que si elle a une partie d'origine noble, on va dire, par sa grand-mère, elle vit dans le Berry, en fait, puisqu'elle est arrivée à 4 ans. Donc elle connaît très bien le monde paysan du Berry, et elle apprendra, quand elle montera à Paris, à connaître le monde ouvrier qui est naissant et ses conditions de vie. Donc elle est frappée d'abord, surtout elle, avec la culture qu'elle a eue, par ce manque de culture, ce manque d'éducation, cet illettrisme qui doit libérer l'humanité. Elle est frappée par ça. Et puis petit à petit, avec ce monde ouvrier, elle connaîtra à un moment donné Agricole Perdiguier, Leroux, qui connaissent bien ce monde ouvrier. Elle va savoir dans quelles conditions travaillent les gens, et puis y compris les enfants. Et ça va la marquer. Fondatrice de l'engagement de George Sand, il y a la Révolution de 1848 qui installe la Deuxième République. Elle voit dans ce nouveau régime le moyen d'instituer l'égalité entre les classes. Absolument, oui. Alors, comme elle dit, la passion pour l'égalité date de mon enfance, et ça ne l'a pas quittée. Donc, quand il y a un mouvement comme celui de 48, extrêmement démocratique, on va dire, avec ces banquiers républicains qui l'ont précédé, elle pense d'ailleurs, elle rêve un peu que beaucoup de choses sont possibles. Elle va faire passer des idées, y compris contre la peine de mort, etc. Et elle se dit que pour l'égalité, alors pour elle, déjà l'égalité homme-femme, qui à cette époque était on va venir au féminisme. Totalement révolutionnaire. Elle se dit, c'est la République, on va pouvoir faire avancer l'égalité, et d'abord, notamment par le travail d'éducation, bien entendu, parce qu'elle a connu le couvent. Elle explique très bien qu'on interdisait aux filles d'apprendre les mathématiques, la philosophie notamment, sans doute plein d'autres choses, pour se concentrer sur la couture, quoi. Enfin, je veux dire, on vient de loin, quoi. Le 2 décembre 1851, le président Louis-Napoléon Bonaparte met fin à la République par un coup d'État pour mettre en place le Second Empire, et George Sand va être une opposante acharnée. Quels sont ces points de contestation du pouvoir despotique de Napoléon III? Alors d'abord, c'est qu'il a brisé la République. Il faut savoir que George Sand avait vraiment la passion de la République. Je crois qu'elle dit l'obsession de la République. Et tout au long de sa vie, elle l'a vu arriver et puis partir pour différentes raisons, et notamment suite à des violences qu'elle rendait responsables de cette fuite. Et elle n'admet pas que Louis-Napoléon Bonaparte, qui a été élu théoriquement au suffrage universel, bafoue ce suffrage universel et instaure une sorte de dictature. Elle a traité ce régime d'horrible, quoi, d'horreur absolue. Et elle a été contre, contrairement à ce qu'on a dit, elle a vraiment été contre Louis-Napoléon Bonaparte, bien entendu, et tout au long de sa vie. Même si elle a dit à un moment donné, ce qui arrive est terrible, mais regardons ce qu'il va faire.
mais elle a vite compris ce qui se passait, quoi. Venons-en à la fin du Second Empire, 1870, proclamation de la Troisième République, guerre avec la Prusse, mais ensuite la Commune, cette insurrection du peuple parisien. Expliquez-moi pourquoi George Sand est méfiante, voire condamne la Commune. C'est étrange quand même. Oui, alors, elle condamne et elle est violente, mais il faut savoir une chose. Je ne suis pas là pour la défendre, mais dire ce qui a guidé. Je l'ai dit tout à l'heure, elle ne pensait qu'à avoir un régime républicain. La République. La République, et pour la deuxième, troisième fois, la République avait été proclamée, donc pour elle, il fallait absolument la sauver. Qu'est-ce qu'elle trouvait comme vertu à ce régime? Plus qu'un régime, une philosophie politique. Du point de vue la République, oui. Alors elle faisait la part des choses. Elle n'était pas pour la République, comme elle disait, des privilèges. Je suis pour la République sociale, c'est-à-dire celle qui va contribuer à établir l'égalité, à permettre l'éducation et notamment des filles, faire en sorte que le peuple accède à un savoir et même au pouvoir, parce qu'elle a été jusqu'à dire aux gens levez-vous, mettez-vous debout, citoyens, la société, portez-y la main. Donc elle allait loin par rapport à la démocratie et par l'engagement citoyen. Si on se rapporte à aujourd'hui, je dirais presque qu'elle était en avance et qu'elle est encore en avance aujourd'hui. Quand on dit citoyen, la société, portez-y la main, ça ne veut pas dire de mettre seulement son bulletin dans l'urne tous les 5 ans. Ça va bien au-delà de ça. La pensée de George Sand est toujours très actuelle. Venons-en aux thématiques de son engagement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a d'abord son féminisme. Absolument. Alors, bon, elle a été insultée quand elle a dit l'honneur d'une femme vaut bien celui d'un homme. Elle a reçu les pires insultes qui peuvent exister. C'est terrible. Et alors, elle a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Elle a porté le pantalon, elle fumait la pipe, elle a élevé ses enfants. Une femme de ce standing noble n'élevait pas ses enfants. Elle a été amante et mère. Enfin, elle a fait de la politique et s'est engagée socialement. Enfin, elle a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire à cette époque. Et dont on se demande d'ailleurs un peu aujourd'hui s'il n'y a pas des choses à voir de ce côté-là également. Mais donc, elle a été provocatrice, et elle a porté, pas seulement dans les mots, pas seulement dans ses romans, mais dans ses actes, elle a posé le problème de l'égalité homme-femme. Et ça, elle a été particulièrement révolutionnaire et progressiste sur ce plan-là, et je pense que même aujourd'hui, il y a des gens, je dis je pense, je suis même sûr, il y a des gens aujourd'hui qui lui en veulent, des gens de la bourgeoisie ou très conservateurs qui ne veulent pas la voir, en disant mais cette femme c'était le diable. Moins connu est son lien à la religion. Est-ce qu'elle condamne le dogme de l'Église catholique pour mieux retrouver la figure de Jésus comme protecteur des humbles? Alors complètement. L'Église, d'abord, elle a été mise en 1863 à l'index par l'Église, parce qu'elle faisait des romans qui prenaient la tête, faisaient tourner la tête des gens. Donc l'Église l'a condamnée complètement. Donc, je veux dire qu'elle condamnait l'Église, c'était très réciproque. Par contre, elle disait... elle traitait Jésus de sans-culotte. Elle dit Jésus, c'est un sans-culotte, c'est un révolutionnaire. Et elle dit le communisme, vivra par l'évangile. L'évangile, c'est le communisme pour elle. Donc elle allait très loin. Elle dit le communisme, c'est comme être chrétien en l'an 50 de notre ère. C'est ce que j'allais vous citer, du moins là citer les propos que vous rapportez. Je suis communiste comme on était chrétien en l'an 50 de notre ère. C'est pour moi l'idéal des sociétés de progrès, la religion qui vivra dans quelques siècles. Oui, et absolument. Alors d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que quelqu'un comme Flaubert, qui n'avait pas ces idées-là, a dit à un moment donné, les idées, dans un certain nombre d'années, on songera comme George Sand.
et notamment sur ces questions-là, c'est-à-dire les questions vraiment d'égalité, et de faire en sorte qu'on supprime la misère sur cette terre. Et elle est désolée de dire, je croyais que l'humanité comprendrait que la grande question, c'est celle des inégalités. Elle dit malheureusement, l'homme n'en est pas encore là. On est en 2023 et malheureusement, les hommes et les femmes de cette humanité n'en sont pas encore là. Mais peut-être qu'on approche un peu. Pour conclure, George Sand serait-elle communiste aujourd'hui ? Alors, moi, je ne peux pas me permettre de faire parler George Sand. Qu'elle serait à gauche ? Oui. Qu'elle serait d'une gauche qui met en avant l'égalité et la République sociale, l'éducation, oui. Comme m'avait dit quelqu'un qui m'avait posé cette question, je pense, et je siégeais à l'époque comme député communiste, il me disait, je pense qu'elle ne serait pas très loin de ta place à l'Assemblée nationale. On va dire comme ça. Merci Jean-Claude Sandrié d'être venu nous parler de la pensée revigorante de cette figure du Berry qu'est George Sand. Et pour clore cet entretien, il est temps de retrouver le questionnaire de Lisée Berry, l'occasion pour vous de nous donner vos coups de cœur littéraires, un exercice de style exigeant, le livre à lire lors des soirées d'hiver. Alors, excellente question, il y en a beaucoup, mais je dirais Nanon. On vient parler de George Sand. Pourquoi Nanon ? Parce que c'est son dernier roman, et je dirais, il y a toutes les idées de George Sand. Et quand je pense que certains disent « elle s'est reniée après 1848 », non, elle ne s'est pas reniée, il y a toutes ces idées, égalité, éducation, république, féminisme, qu'on n'appelait pas comme ça à cette époque-là, citoyenneté, tout est dedans, tout est dedans. Il faut lire Nanon, une belle histoire d'amour, mais sur un fond extraordinaire. Social. Et social, voilà. Le dernier livre que vous avez reçu en cadeau. Alors, Réveillons-nous, d'Edgar Morin. C'est magnifique, hein. Bon, Edgar Morin, déjà, c'est formidable. Il condamne cette société dans laquelle on est. Il dit, de toute façon, à un moment donné, on va s'écraser quelque part, on ne sait pas où, mais on va s'écraser, c'est totalement insupportable. Et il dit, il faut vraiment, il appelle ça comme ça, lui, faire régresser cette course à la rentabilité, au profit, qui n'a plus de sens, parce qu'elle amène, la concurrence amène des guerres, Jaurès le disait déjà, économiques, et la guerre économique amène la guerre tout court. Et il dit, la mondialisation, lui, voit un espoir. On l'a faite comme ça, dans ce sens-là, c'est-à-dire mal. Et il dit aujourd'hui, la mondialisation, tout le monde est en train de se rendre compte, il y a eu le Covid, il y a le problème du climat, il y a toute une série de problèmes qui ont un caractère mondial aujourd'hui et où l'humanité peut voir qu'elle a une communauté de destin. Et c'est ça dont il faut prendre conscience aujourd'hui. Votre livre de chevet. Alors on a tous un ami noir. Alors ça, franchement, François Gémen. Voilà, faut y aller. Je ne comprends pas que ce gars n'ait pas été invité au débat sur l'immigration. Il y a tout dedans. C'est-à-dire, un, on n'est pas envahi. Deux, les frontières, mettre des murs, ça n'est pas la solution. C'est les gens, on doit organiser l'immigration. Et puis la troisième chose qu'on balance, est-ce que ça coûte ou est-ce que ça rapporte ? Ben ça rapporte, plus que ça coûte. Merci Jean-Claude Sandrié d'être venu dans ce numéro de Lisée Berry. Je rappelle votre très intéressant ouvrage, très documenté, à l'argumentation très convaincante, George Sand, Le Parti du Peuple, aux éditions La Bouinotte. Merci encore à vous. Et arrêtons-nous désormais sur un livre pour tous les âges, un recueil de contes berrichons immémoriaux, Veillée berrichonne d'Adrienne Barral, florilège de récits illustrés par Héloïse Auger et publié aux éditions La Geste. Adrienne Barral est née en 1816, originaire du Berry, ecclésiastique, romancier, historien contemporain et compatriote de George Sand. Cette anthologie de contes que l'auteur nous narre est composée de 2 légendes, de fables, de contes d'animaux, d'aventures où l'on croise des sorcières, des nains, des géants sur un fond merveilleux extatique. C'est tout l'imaginaire collégial du Berry
que vous retrouverez dans ce très beau livre, une somme incontournable illustrée par Héloïse Auger, graphiste et illustratrice, avec des planches superbes qui rendent très bien l'atmosphère de ces contes ancestraux. Veillée Berrichonne d'Adrien Barral et Héloïse Auger, publié aux éditions La Geste. C'est la fin de ce numéro de Lisez Berry. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore à vous, Jean-Claude Sandrier. Merci à vous. Et merci aussi à celles et à celui qui permettent cette émission tous les 15 jours sur vos écrans divers et variés. Merci à la réalisatrice Aude Martin-Guéret et au réalisateur Aymeric Le Hénaf. Vous pouvez revoir ce numéro en replay sur le site de Bip TV, biptv.tv. N'hésitez pas à commenter l'émission sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve vendredi dans 15 jours à 19h15 pour un nouvel entretien. Et n'oubliez pas, d'ici là, lisez heureux.